Bien, merci beaucoup à chacun pour ces exposés tout à fait intéressants et surtout pour avoir accepté d'exposer des grands sujets en si peu de temps. Bon, donc nous avons eu finalement 3 exposés très différents sur évidemment ces répressions de masse contre des nationalités, contre des nations. Et évidemment, là, nous sommes, si vous voulez, dans un pan historiographique qui est quand même, par rapport à ce que l'on savait des répressions en Union soviétique, qui est quand même très différent, puisqu'il met l'accent sur cette dimension-là des répressions, alors que encore il n'y a pas si longtemps, on faisait notamment dans les comparaisons entre nazisme et stalinisme, on disait simplement que dans les répressions nazies, c'est sur une base de race et les répressions staliniennes sur une base de classe. Or, on voit que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus compliqué et qu'il y a une dimension nationale qui est absolument centrale, surtout à partir des années 30. Et donc, on a une véritable redécouverte de cette dimension. Et je rappelle, par exemple, qu'à l'apogée du stalinisme, au début des années 50, les minorités nationales, que ce soit les Ukrainiens, les Polonais, les Baltes, les Soviétiques d'origine allemande, représentaient 90% des déplacés spéciaux, donc de ceux qui avaient été déportés administrativement sur une simple mesure type administratif et policière vers des régions inhospitalières du pays. Au Goulag également, il y avait une surreprésentation et notamment très forte dans les camps spéciaux des Baltes, des Ukrainiens d'Ukraine occidentale. Donc ça, c'est une première chose. Une seconde chose, il y a évidemment cette centralité de la question nationale dans la vision politique de Staline en particulier, donc de Staline comme dictateur, que l'historien Alfred Rieber avait fort justement appelé l'homme des confins, l'homme des frontières. Staline était au fond le spécialiste, entre guillemets, de la question nationale depuis sa première brochure en 1913 sur le marxisme et la question nationale. Le commissaire du peuple aux nationalités, son premier grand conflit avec Lénine porté autour de la construction fédérale de l'Union soviétique en 1922, et à partir de là, toute la question de la sécurisation des frontières et de l'importance, au fond, de cette ligne dite nationale de répression que l'on voit dans la Grande Terreur, avec 2 grandes catégories de victimes, celles sur une base de classe, visant les gens du passé, les ex-koulaks, etc. Et puis, bien sûr, l'autre sur une base nationale, visant en particulier donc visant en particulier donc des minorités de diaspora censées être des éléments d'une 5e colonne liés avec des États étrangers hostiles, que ce soit la Pologne, l'Allemagne, la Finlande, les pays baltes, voire le Japon. Et donc, ce que je voudrais demander d'abord à Roman Podcourt, qui nous a brossé ce tableau extrêmement précis et à la fois très général sur la longue durée des
répression, enfin de ce qu'il appelle la ligne nationale, c'est que malgré tout, il y avait deux grands moments où, au contraire, l'Ukraine, enfin les Ukrainiens, ont été véritablement intégrés, enfin disons cette discrimination positive dont parle beaucoup Terry Martin dans les années 20, mais dans les années 60-70, comment se passe, au fond, c'est une période, je dirais quand même, plutôt favorable pour l'Ukraine, en gros entre 54 avec l'arrivée de pouvoir de Khrouchtchev et puis 72 lorsque est dénoncé le nationalisme de Petro-Chelest, par exemple. Alors, comment expliquer cette alternance de moments de grande répression et de moments, au contraire, qui sont beaucoup moins durs pour les Ukrainiens de ce point de vue? Oui, en effet. Après cette période de répression forte, cette répression politique, les autorités cherchaient à enlever Sion. Mais pourquoi est-ce qu'ils le faisaient? C'était logique, parce que les autorités considéraient que pendant les répressions, les gens avec une position nationale bien prononcée étaient déjà soit fusillés, soit envoyés dans les camps. Ou bien, dans les années 30, après l'affaire Chelest, c'était le secrétaire du Parti communiste accusé d'un nationalisme bourgeois. Donc après cette affaire, ils ont identifié un grand nombre de gens qui étaient actifs, qui voulaient promouvoir la culture ukrainienne. Ces gens ont été arrêtés, oui, certains d'entre eux ont été arrêtés, et d'autres ont été licenciés, ils ont été privés de leur droit de travailler, ils ont été déplacés. Il y avait des gens qui avaient été licenciés parce qu'il y avait et ensuite on leur donnait d'autres emplois plus petits, moins considérables. Ils ont été envoyés à la retraite. Donc ça veut dire que ces gens n'avaient plus d'impact sur les processus nationaux. Un autre exemple, après avoir construit un grand bâtiment de musée dans le banlieue de Kiev, l'ex-président du Conseil de ministres, Trenko Petrov, avait été licencié. Et ensuite, il a publié l'histoire des villes ukrainiennes et Souslov a condamné cette publication. C'était une publication unique. Rien de pareil n'existait dans d'autres pays. Souslov a dit, bon, vous voyez comment il dépense l'argent de l'État. Donc c'était un signal pour l'humilier, pour accuser les autorités, le gouvernement ukrainien de nationalisme. On peut dire qu'après chaque répression, on a une période de calme. Ce n'était pas vraiment calme, c'était juste une pause avant l'étape suivante. Et les autorités observaient, ils observaient les gens qui pouvaient se montrer actifs pendant cette période de calme. Les gens qui pouvaient aussi supporter l'indépendance de l'Ukraine. Merci beaucoup pour ces précisions. Je passerai
bon, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour chacun, je voudrais demander à Alexandre Gourianov, bon, qui a bien montré bon, l'importance extrême finalement de ces répressions contre les Polonais, mais aussi contre les citoyens polonais, les citoyens soviétiques d'origine polonaise, dans ces livres de mémoire qui sont quelque chose qui n'est pas spécifique uniquement dans le travail des historiens de mémorial pour la Pologne, puisque dans chaque région, il y a des livres de mémoire qui sont faits par les historiens de mémorial. Par exemple, Yuri Dmitriev, aujourd'hui en prison pour 15 ans, avait préparé également donc, des livres de mémoire sur la Carélie. C'est un travail très spécifique, je dirais, de bénédictins que l'on ne trouve pas du tout chez nous dans les milieux historiens, puisqu'il s'agit contre justement le silence à la fois donc, qui a toujours recouvert ces massacres, ces arrestations, et également le silence des archives qui sont souvent fermées, encore quand il s'agit de dossiers d'instruction, de pouvoir donner un nom à chacune des victimes, le déanonymiser, et c'est évidemment ce travail très important qui est mené dans presque toutes les régions de Russie, qui a été mené justement par les historiens de mémorial pour répondre à cette injonction la fameuse de Anna Akhmatova dans le début de Requiem, donc de redonner des noms parce qu'au fond, ils ont emporté la liste et il faut retrouver les noms, redonner les noms. Alors, justement, je voulais demander à Alexandre Gourianov, lorsqu'il parle de biogrammes, quels renseignements, jusqu'où vous allez dans vos fiches biographiques, dans tous ces recueils de noms de mémoire? Quels éléments vous privilégiez dans ces biogrammes, dans ces fiches biographiques? Merci beaucoup pour cette question. En fait, je l'ai dit à demi-mot dans mon introduction, dans ces biogrammes, donc ce sont des fiches biographiques pour chaque personne. Ce qui est primordial pour nous, c'est d'avoir des données personnelles des personnes, donc ça c'est indispensable, mais également d'avoir une liste de toutes les archives et de tout ce qui est document, de toutes les sources en fait, de toutes les sources documentales, les rassembler toutes, des éléments de preuve qui démontrent que la personne a été victime de répression politique et des documents qui soient des éléments de preuve pour être utilisés dans la réhabilitation qui, en vertu de la législation russe dans le cadre des répressions, des documents qui peuvent être utilisés. Je comprends les critiques à l'encontre de cet effort et du nom du terme de réhabilitation. On l'a entendu de Mme Polianova que beaucoup de ces personnes ne veulent pas que leur gouvernement les réhabilite. Ce n'est pas leur souhait. J'entends bien ces critiques. Cependant, je voudrais attirer l'attention ici que, bien entendu, rien n'est parfait. Cette loi, si elle n'est pas parfaite, au cours des 10 dernières années, c'est la seule. Le seul instrument juridique, c'est le seul dispositif, mécanisme par lequel le gouvernement admet sa responsabilité d'avoir commis un crime à l'encontre d'une personne. Et de mon point de vue, le rôle du processus de réhabilitation couvre les imperfections et toutes les critiques que l'on pourrait émettre. Cela compense. Nous avons commencé ces recueils quand la
le procureur avait renoncé à un type individuel de réhabilitation. Et il y a d'autres critiques ou reproches qui ont été adressés à moi et mes collègues, c'est que notre travail n'est pas suffisant, n'est pas suffisamment complet et qu'il faudrait l'étendre également au fait, à d'autres dimensions que la répression à l'encontre des Polonais, c'est révélateur de violences impériales. D'accord, mais selon moi, la particularité et l'essence même d'une politique impériale, c'est de réprimer de manière anonyme des personnes, de faire des victimes anonymes et de ne pas permettre de donner des noms, de poser des noms à ces victimes. C'est cela une violence impériale et c'est bien contre cela que nous nous battons. Et c'est une tâche scientifique. Il y a bien entendu des échanges, des débats. Certains seront contre, certains préféreront d'avoir d'autres chiffres ou auront d'autres arguments. Mais tout ça entre et établir des critères exergues. On nous demande, pourriez-vous, pour prouver ces chiffres, alors donnez-nous le nom de toutes ces personnes pour lesquelles vous avez un total. Alors on sera d'accord. Donc nous opposons au caractère anonyme parce que s'opposer à des personnes et les décrire comme une masse anonyme, eh bien ça c'est bien une caractéristique d'un régime impérial violent. J'aimerais également mentionner au sujet de la répression totalitaire, staliniste, etc., on dit qu'elle était adressée en particulier contre les minorités ethniques. Eh bien, ce sujet-là, non. Si l'on regarde les statistiques, ce n'est pas vrai. Dans certains types de répression et surtout le fait d'envoyer la population civile la déporter, on voit dans ces chiffres-là que dans ce groupe de répression, dans ce type-là, oui, les citoyens d'autres nationalités sont plus nombreux, mais dans d'autres types de répression, les chiffres sont différents. Dans les oblasts occidentaux de l'Ukraine, par exemple, là, on trouve dans les années 40, eh bien, les citoyens polonais d'origine extérieure et ukrainiens, bon, les chiffres sont inversés. Donc on ne peut pas généraliser. Il faut comprendre la grande terreur. On parle de 11 opérations nationales et l'opération polonaise est la plus importante parmi ces 11. Mais ce qui est important, c'est l'opération contre les koulaks qui a été utilisée contre la population russe. Il n'y a pas d'opération russe. Au lieu de l'opération russe, c'était l'opération des koulaks qui, malgré son nom, était bien sûr contre les anciens koulaks, mais l'objectif principal, c'était de réprimer des personnes, de quel rang, de tout rang, parti politique, qu'ils soient fonctionnaires ou non. Donc c'était une grande partie des victimes de la Grande Terreur, si on veut mettre des portions des parts nationales, eh bien c'était les Russes, on peut le dire, qui étaient les premières victimes, car la première partie, c'était à l'encontre des koulaks. Donc il faut distinguer, je pense qu'on ne peut pas généraliser. Voilà ce que je voulais ajouter. Je vous remercie. Merci. Je rappelle aussi que Mémorial a participé activement à l'élaboration de cette loi de 92 sur la réhabilitation des victimes des répressions de masse, à un moment où Mémorial pouvait travailler avec les organes gouvernementaux. Hein, donc c'était aussi quelque chose d'important. Je voudrais demander aussi maintenant à Alexandra Pelivanova. Donc merci de nous avoir montré les réactions que provoquent finalement les mémoriaux mis par Mémorial, puisque aucune
politique de mémorialisation des crimes de masse n'a été faite par l'État à une ou deux exceptions près. Il est très important de voir justement comment aujourd'hui la population, bien sûr, russe réagit à ces monuments qui ont été mis en place. Mais évidemment, la question va plus loin dans cette guerre, il s'agit de deux romans nationaux qui vont s'affronter, deux narratifs différents, qui est celui de la Russie et celui de l'Ukraine, car en Ukraine, évidemment, et ça c'est bien avant la guerre, il y a eu vraiment un roman national qui s'est forgé comme pour toute entité nouvelle, nationale, qui cherche son identité. Et l'Holodomor a été d'emblée, depuis début des années 90, a été cet événement majeur que s'est choisi l'Ukraine indépendante pour affirmer justement sa spécificité, mais aussi sa position de victime face à la Russie et face au régime stalinien, en faisant d'ailleurs parfois ce glissement entre le régime stalinien et les Russes en général. Alors, il est aujourd'hui, évidemment, c'est extrêmement intéressant de voir comment ces politiques mémorielles se heurtent encore plus, et vous avez très bien montré comment aujourd'hui, une des premières actions des troupes d'occupation dans les villes et villages ukrainiens, c'est de détruire justement ces monuments au Holodomor ou même à la terreur de 1937-38. Alors, aujourd'hui, donc, vous appelez, si je comprends bien, Mémorial, à réévaluer un petit peu sa politique de mémoire en tenant compte peut-être plus de la question nationale. Est-ce que je vous ai bien compris que vous souhaitez qu'il y ait un accent plus grand qui soit mis justement sur ces questions plus larges et notamment pour un dialogue plus grand aussi à la fois avec peut-être les différents peuples qui ont constitué l'URSS, mais aussi dans un environnement international. Je dirais non, changer peut-être pas, mais élargir, simplement élargir le spectre, l'angle des travaux qui ont été menés par Mémorial au cours de ces 35 dernières années, élargir afin d'entendre un plus grand nombre de représentants de groupes vulnérables. Il s'agit notamment des groupes qui ont une identité nationale, éthique ou confessionnelle ou de genre, ou des groupes vulnérables, pour voir un petit peu l'ampleur, mieux comprendre également la situation des groupes marginalisés, donc cette violence qui n'était pas perçue, pour la faire ressurgir en surface. Et je comprends bien ce qui a été dit. S'agissant de la langue, il y a la théorie des conséquences quand on regarde la langue. Et si l'on regarde un petit peu quelles sont les conséquences, donc ce n'est pas que je souhaite affirmer des conclusion ferme, mais simplement voir l'intention des organisateurs, des
des répressions des auteurs et voir quelles sont les conséquences. Perte d'identité, perte de la langue, perte des différentes caractéristiques. Voilà. Il me semble donc que notre discussion, notre examen de la terreur soviétique reste encore, il y a encore beaucoup de points à creuser dans cette grande question de l'étude de la terreur. Chers collègues, une petite remarque. Quand on parle d'opération nationale, on dit qu'on tuait les gens qui obtenaient à certaines ethnies. Quand on parle du nombre de gens répressés sur la base ethnique, sur la base nationale, bon, il n'y a pas d'études précises. Donc, dire combien de gens ont été tués, combien de Russes ont été tués, combien d'Ukrainiens ont été tués, combien de Polonais, etc. Bon, pour les Polonais, on connaît plus ou moins les chiffres, mais actuellement, ces chiffres ne sont pas exacts. Pourquoi? Parce que pendant l'opération polonaise, ainsi appelée, beaucoup d'Ukrainiens ont été arrêtés. Donc, il y a deux dimensions. Nicolas Werth en a parlé. Il faut bien comprendre, il y a deux dimensions. D'abord, c'est l'appartenance nationale. Deuxième dimension, c'est la lutte contre l'opposition politique, donc contre les opposants qui appartiennent à des nations différentes. Et je pense qu'il faut aussi analyser l'attitude de la population et voir combien de gens répressés étaient dans quel pays national, dans quel État national de l'Union soviétique. Mais quand on parle des Russes, il faut faire attention, il ne faut pas compter parmi les Russes les Bouriates, les Khakazes, etc. Donc les peuples qui vivaient sur le territoire de la République russe. Mais le fait de vivre sur le territoire ne les rend pas russes. Donc, je le souligne encore une fois, il nous faut être très attentifs quand on fait l'évaluation des opérations nationales et quand on détermine quelles nationalités ont souffert pendant les répressions politiques de masse. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? On peut prendre deux questions. Voilà, donc vous pourriez adresser, profitez-en de la présence de nos amis venus de loin. Здравствуйте. Ah oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions qui ont été vraiment très riches. Merci beaucoup pour le travail. Alors, j'ai plutôt une question qui s'adresse à Alexandra et Alexandre. Et ça va dans le sens de ce que Alexandre a dit concernant le développement de agentnosti dans la société. Mais je veux entreouvrir peut-être une autre porte qui concerne la préparation, la formation des spécialistes, des historiens professionnels, dans le même sens, en fait, de agentnosti, dont des gens qui auraient pu développer des questions très importantes que vous avez évoquées. Est-ce que dans le contexte actuel, mémorial à Moscou, sachant toutes les difficultés qu'il y a, les arrestations, la dissolution officielle, il y a un moyen d'influencer sur la préparation des historiens, par exemple à l'Institut d'histoire et des archives à Moscou ou dans les facultés professionnelles des historiens dans les autres universités? Merci. On rassemble les questions, Nicolas, peut-être? On rassemble peut-être, parce qu'on est déjà pas mal en retard.
on a rassemblé. Ah, s'il y a une question. Je m'appelle Konstantin Marozov. J'ai une question adressée aux deux représentants de Mémorial, Mémorial Russie, pour ce qui est de la discussion entre vous sur le point important qui m'intéresse en tant que chercheur d'opposition socialiste au régime. Alors, ça me préoccupe. La question, c'est la suivante. Une partie de ceux qui luttent contre le régime bolchevique se sont battus ardemment. Il y a différentes catégories de personnes qui se battent qui sont battus contre le régime. Ceux qui se sont battus dans la guerre civile, les Blancs, les révoltés, les Tambov, il y a plusieurs groupes, et les dissidents. Et donc c'est un large spectre, et beaucoup ne sont pas prêts à accepter une réhabilitation qui proviendrait d'une autorité criminelle. J'ai lu leurs lettres, leurs documents, et ils ne sont pas tous en Russie, mais ce sont des personnes qui sont catégoriquement opposées à accepter une quelconque réhabilitation de l'État criminel. Un autre point de vue est qu'il est évident que notre approche, c'est une approche de réhabilitation soviétique par les normes soviétiques, les critères. Est-ce que l'on peut vraiment accepter une réhabilitation qui proviendrait d'un régime criminel qui poursuit la même ligne exactement avec le portrait de Dzerzhinsky, les descendants du KGB fonctionnent exactement de la même manière. Donc c'est une question que je souhaitais poser. Ce n'est pas nier les efforts de réhabilitation pour toutes les autres catégories de victimes. C'est vrai que c'est la seule loi qui existe, qui nous permet d'agir. C'est la seule pour l'instant, mais il faut la modifier, il faudra la changer de manière cardinale. Merci. Merci pour répondre à la première question. La réponse est Alexandre dit non, il n'y a rien à faire, tout va mal. Mais moi, j'ai une nuance à apporter. En Russie, il demeure néanmoins les universités. Et il y a donc les enseignants qui travaillent toujours dans les universités, et beaucoup reposent sur leurs épaules, et les étudiants également qui sont courageux, qui travaillent dans leur domaine de discipline, qui viennent nous voir à Mémorial, qui travaillent comme bénévoles, surtout à Moscou, mais pas exclusivement, dans d'autres villes également, des étudiants, des professeurs qui viennent, qui écrivent, qui posent des questions. Et parfois, leur directeur de recherche de l'école, de la faculté d'économie ou autre, ils peuvent également accompagner leurs étudiants dans une recherche avec Mémorial. Ça arrive. Donc, ça existe, et il y a encore des thèses et des travaux académiques qui sont menés, des projets dans le domaine de l'éducation, dans lesquels les étudiants peuvent être impliqués. Il y a également beaucoup qui étudient à l'étranger. Et bien sûr, l'activité de Mémorial Russie travaille avec le concours de personnes qui ne se trouvent plus en Russie. Donc, c'est assez atomisé notre travail actuellement. Donc voilà, nous avons deux réponses différentes. Bien entendu, la situation n'est pas optimale, je suis d'accord avec Alexandre, mais je ne pense pas qu'il faille perdre espoir pour autant. Merci.
Et pour la réhabilitation, je passe le micro à Alexandre. Eh bien, concernant ce problème, beaucoup de personnes victimes de la répression, le fait qu'elles n'acceptent pas la réhabilitation, oui, je sais, depuis le début des années 90, les Polonais me l'ont dit également, on n'a pas besoin de cette réhabilitation. Mais de mon point de vue, je pense déjà avoir exprimé la raison pour laquelle c'est nécessaire. C'est le seul mécanisme existant actuellement qui permet de reconnaître une reconnaissance officielle envers une personne concrète. Bien sûr, cette loi, elle n'est pas parfaite, il y a énormément de défauts, je l'ai déjà dit. En 1991, Mémorial a pris part à son élaboration, mais il y a beaucoup de défauts qui demeurent. Mais voilà, on n'a pas réussi à la rendre parfaite, mais depuis cette année-là, personne n'a osé dire que l'autorité russe est criminelle. Et donc c'est quelque chose, on ne peut plus le dire. Donc ça on l'a entendu dans les années 2000. C'est vrai qu'en 91, la situation était différente. Personne ne pensait qu'on allait en arriver à la situation des années 2000. Donc voilà, ce qui m'étonne, c'est cette opposition actuelle. C'est pas vraiment actuelle, c'est pas le terme actuel. Une opposition, c'était dans les années 2010, mais après 2010, nous n'avons plus envoyé de demandes de réhabilitation pour les victimes de Kaczynski. Mais s'agissant des personnes concrètes nommées pour les victimes de Kaczynski, je pense que cela reflète le fait que le gouvernement, par le biais de cette loi, ce mécanisme, il faut se battre pour maintenir cette loi, pour qu'on puisse au moins continuer à travailler. Bon, merci beaucoup, trois intervenants. Je pense que nous devons avancer dans la journée. Merci beaucoup.